eh bien, Kenza, Guilhem, je vous laisse démarrer cette très belle conférence. Bonne conférence à tous. Merci. Merci. Alors j'en profite, je vois, j'ai lancé une petite géolocalisation des participants. Si c'est Retournac dans le 43, coucou Joris, j'y ai passé pas mal d'été dans le coin, je suis de Haute-Loire. Donc voilà, s'il y a d'autres gens du 43, on va faire un petit groupe SEO 43. Merci Nico pour l'introduction, merci à tous, vous êtes déjà quasiment 800. Donc j'imagine que ça a bien posé des questions aussi. Donc là, vous êtes dans le chat, il y a aussi un petit onglet questions. On vous invite à poser toutes les questions au fur et à mesure dans la présentation. Dans cet endroit, on pourra sans doute pas tout traiter, vu le nombre de questions qu'on risque de récupérer. L'idée, c'est qu'on puisse les traiter après, de toutes les récupérer. Donc, plutôt que de mettre les questions dans la partie chat, pour le chat, vous pouvez réagir, poser, vous discutez entre vous, absolument aucun souci là-dessus. Peut-être regarder dans la partie questions. Nous, c'est là qu'on regardera principalement. Et puis, vous pouvez aussi voter pour les questions que vous trouvez les plus intéressantes. Ça nous permettra de prioriser l'ordre dans lequel on va pouvoir traiter les questions. Voilà, donc continuez à participer. On veut que ce soit un moment le plus participatif possible là-dessus. En préparant la conférence, on s'est dit qu'on était chez Invox un peu à l'intersection de deux sujets, du SEO, qui est un peu le sujet là, des 2 jours du SEO Square, et puis du contenu qui est notre gros sujet chez nous. Évidemment, on fait du contenu aussi pour du SEO, pas que. Et donc, on s'est dit qu'on allait entamer cette seconde journée par un peu une prise de recul sur les grandes tendances qu'on a aujourd'hui en SEO et en contenu, et notamment sur la part qu'on voit dans ces sujets-là, qui est la partie B2B. Donc, tout ce qu'on va dire peut potentiellement s'appliquer sur des sujets plus grand public, food, travel, fashion, e-commerce, ce genre de choses. On a quand même plutôt un prisme, nous, relations B2B, industrie, édition logicielle, boîte de service. Donc, c'est comme ça qu'on va traiter le point. Peut-être juste pour finir de se présenter, Kenza. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc, moi, je suis Kenza Madou, je suis consultante SEO chez Invox. Donc, au quotidien, j'accompagne les clients sur toute leur stratégie de référencement, en partant de l'existant, un audit, etc., puis jusqu'à la construction et à la réflexion des différents dispositifs. Et donc, je suis Guilhem, moi je suis le fondateur de l'agence Invox. Je vous laisserai aller voir, taper Invox. Non, on n'est pas trop mal référencé sur notre nom de marque. Voilà, on est une quarantaine basée à Lyon, sur principalement des métiers de contenu, de SEO, de social media, et puis un peu de HubSpot aussi. Donc voilà, vous retrouvez plein d'infos là-dessus. Le but, c'est pas ça. Souvent, quand on discute SEO, on a une petite tension entre Kenza et moi, entre l'équipe SEO et l'équipe content. Parfois, ça donne un peu une battle parce qu'on veut protéger chacun un peu son précaré, le référencement et puis le lecteur humain. Et pour autant, on a trouvé pas mal de sujets sur lesquels on va opérer une fusion ce matin, en tout cas intellectuelle, sur cette partie-là. Et c'est un peu ça qu'on avait envie de voir avec vous ce matin. Alors, on a sorti pour les besoins de l'exercice 5 grandes tendances. La première qu'on va aborder, ça s'appelle la leader advocacy. On va partir dans l'univers LinkedIn. Je vois qu'il y a une première question qui a été posée par Uriel qui tombe bien à propos sur est-ce que si je publie sur mon blog ou sur LinkedIn, de quel côté est-ce qu'il vaut mieux publier. On va y revenir parce qu'il n'y a pas que le SEO dans la vie. Donc, on va parler un peu de ces contenus-là, les contenus plutôt social media et social media B2B. On pense tout de suite à LinkedIn. On va parler kit de contenu. On parlera pas mal de recyclage, de comment est-ce que je peux réutiliser des contenus qui existent déjà ou comment je peux essayer d'organiser la production de mon contenu de manière un peu plus logique. On parlera page pilier. Pour ceux qui ont suivi un petit peu hier, on a parlé un petit peu cocon, on a abordé certains sujets autour de ça. On va aller creuser ce sujet de la page pilier parce que en fait, tout le monde est en train de pas mal se muscler sur ces sujets-là. Il y a des nouveaux enjeux qui font qu'aujourd'hui, on a besoin de se muscler un petit peu et donc on vous partagera nos pratiques sur ça. On parlera maintenance parce que quand on parle SEO, souvent on va parler création de page, rajout de mots-clés, rajout de mots, arborescence, en gros, plus j'ai de contenu, mieux c'est vrai. Mais on a aussi tous les vieux contenus qui sont intéressants et sur lesquels parfois il y a des vraies victoires assez rapides à aller chercher, sur lesquelles on va travailler. Et puis on se posera une question autour des contenus soumis à formulaire, qui est quand même un grand classique dans le marketing B2B, dans le content marketing B2B. Et c'est souvent là où on a un peu une tension de super bons contenus, mais qui sont planqués, donc qui ne sont pas vus par la SERP, par le SEO. Ouais, exactement. Donc voilà, il y a plein de réflexions là-dessus. On va débattre.
Et puis évidemment, on prendra un peu les questions, on en prendra certains en temps réel, et puis on en prendra certains autres plutôt dans le fil de la présentation. À la fin, on aura un petit temps pour les questions-réponses. Et puis pour le coup, on va s'engager, nous, à vous répondre aussi voilà, sur les questions qui n'auraient pas été traitées. Je pense qu'on sortira un petit article avec toutes les questions qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Ça fera un peu de SEO. Exactement. Donc voilà. Premier sujet qu'on a envie de traiter avec vous ce matin, c'est ce qu'on appelle l'advocacy. Alors, on a beaucoup parlé d'employee advocacy, donc c'est le fait d'amener les collaborateurs de son entreprise à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Le curseur s'est un peu déplacé aujourd'hui sur tout ce qui est leader advocacy, donc plutôt aller parler sur la place des dirigeants ou des cadres de l'entreprise, donc plutôt sur des postures de direction, sur comment est-ce qu'ils peuvent prendre la parole davantage sur LinkedIn notamment. Pour ça, on a fait une grande étude là, sur les 6 derniers mois de l'année 2022. On a étudié dans 360 entreprises B2B. Vous pouvez aller voir sur notre site le résultat et la méthode de l'étude. Donc, on a pris des secteurs d'activité assez représentatifs des activités B2B. Donc, il y a un peu d'industrie, un peu de services, un peu de différentes choses. Et on a aspiré les publications de 2000, un peu plus de 2000 personnes, ce qui a donné un peu plus de 30 000 posts. Ce qu'on note de ça, c'est que finalement, il y a assez peu de prise de parole, c'est assez pauvre. En moyenne, c'est moins de 2 posts par mois qui sont faits. La qualité des posts n'est pas super importante. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 4 qui publie des vrais posts. Le reste, c'est plutôt du partage de la page entreprise. Le taux d'engagement n'est pas ouf. Hein. En général, on va plutôt viser des 4-5% de taux d'engagement sur des posts intéressants. On est plutôt à 2 dans ce qu'on a constaté. Et finalement, on a aussi des audiences qui sont assez faiblichonnes, avec 2000, 2200 en moyenne. Personnes qui vont suivre les dirigeants des boîtes qu'on a regardées. Les boîtes qu'on a regardées, c'est pas forcément que des petites boîtes, donc on dit qu'il y a un trou un peu dans l'audience, il y a un trou dans la raquette de l'audience. Sur cette partie-là. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a pas mal de boîtes B2B qui veulent aller davantage sur LinkedIn et qui animent leur page. C'est un peu les 2 moyens qu'on a de faire. Là, je vous le montre avec l'exemple de mon profil et de la page LinkedIn d'Invox. On va animer un peu son profil, on va partager des choses et puis on va surtout animer la page. En réalité, il faut savoir qu'en termes d'audience sur laquelle on peut capitaliser assez vite, ça ressemble à ça en termes de masse, en termes de volume. Et donc, il y a un gros enjeu aujourd'hui à basculer une partie de l'effort de visibilité, de l'effort de com, de l'effort de marketing sur des profils individuels. Et donc, très vite, on va penser aux dirigeants ou aux cadres dirigeants de la boîte, le CODIR principalement, et éventuellement des commerciaux ou des experts qui peuvent avoir ce rôle un peu d'ambassadeur. Et c'est ça qu'on va chercher à travailler. Et quand on regarde sur les 30 000 postes qu'on a aspirés, quelles sont les thématiques qui font aujourd'hui de la prise de parole, et notamment celles qui engagent le plus et qui performent le plus en termes de visibilité, on a ces différentes choses. Vous aurez les slides et le replay, donc pas de souci pour vous pour aller creuser ces choses-là. Quand même, ce qu'on regarde, c'est que la première ligne, on fait 80% des publications avec du fond et de l'expertise, avec ce que j'ai fait pour mes clients, donc des success stories, des cas clients, et un petit peu de marque employeur. Un post sur 6 en moyenne, c'est de la marque employeur. Quand on a couvert ces thématiques-là, en fait, quand on regarde vraiment, on a plus de 40% des posts qui sont des sujets de pédagogie ou d'explication ou d'expertise. Et en fait, ce qui est super intéressant, et c'est là où on va commencer à se tourner vers Kenza, c'est que en fait, ces sujets-là, ils existent ailleurs, et souvent, ils existent dans des démarches SEO, de production de contenu, d'articles de blog, de pages enjeux, de pages offres, de fac aussi sur ces pages-là. Et donc, on a ici un gros potentiel de réutilisation de ces contenus qui ont été faits pour du SEO, sur lequel il y a eu de la dépense, pour pouvoir l'injecter dans la prise de parole sur LinkedIn des collaborateurs. Et ce qu'on constate aussi, alors comment est-ce qu'on lit ce graphique? Ça, c'est des choses qui sont ressorties de ce qu'on a analysé. Là, on a croisé le nombre de posts et l'audience, le nombre d'abonnés à l'audience. Ce qu'on constate, c'est difficile de dire qui est la cause, qui est la conséquence, mais ce qu'on regarde, c'est qu'en général, plus on a de publications, plus on a d'audience. Ou inversement, plus on a d'audience, plus on est amené aussi à poster. Mais en tout cas, il y a une vraie relation entre les deux, ce qui pousse quand même à dire comment est-ce que j'arrive à encadrer la prise de parole des collaborateurs ou des dirigeants, à leur donner des idées pour qu'ils réutilisent du contenu sur lequel j'ai déjà investi, qui est déjà fait, qu'ils puissent le transposer dans LinkedIn et qu'ils puissent prendre la parole dessus pour se positionner en tant qu'expert, parce que plus je vais prendre la parole, plus LinkedIn va me développer mon audience, va me donner de la visibilité, et puis les gens aussi qui savent que je vais raconter des choses, plus ils vont avoir envie de me follow et de me suivre. Donc ça, c'est la première tendance qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est ce lien. Là où auparavant, on distinguait un petit peu les deux, ce que je dis sur le social media et puis ma stratégie de contenu, et notamment, là, on voyait pas trop de liens sur la stratégie SEO et content, et aujourd'hui, en fait, on commence à jeter des ponts entre les deux et à le faire de manière assez massive.
Ouais, effectivement, bon, c'est pas ce qu'on pense de premier abord, mais il y a bien des liens entre SEO et LinkedIn. D'abord, vous allez utiliser des mots-clés, des sujets pertinents dans vos posts, et donc tout ça, ça va accroître forcément votre visibilité, déjà sur LinkedIn, mais aussi sur les pages de résultats. Ensuite, le fait que vous créez du contenu de manière quand même assez régulière, un petit peu comme en SEO, ça va forcément accroître aussi votre crédibilité sur vos thématiques d'acquisition et donc aussi votre visibilité. Et puis, la cerise sur le gâteau, entre guillemets, c'est que plus vous allez le faire auprès d'un réseau qui est proche de votre expertise et plus vous aurez de chances d'augmenter la viralité de vos contenus. Vos contenus seront plus likés, repris, partagés, commentés, etc. pour créer des débats. Et donc, il y a quand même une petite chance d'obtenir des backlinks. Et juste en ouverture sur cette fin de premier sujet, vous savez sûrement qu'il y a quand même une montée en puissance du lien entre SEO et LinkedIn. Par exemple, aujourd'hui, c'est pas encore possible, mais on a l'annonce, entre guillemets, qu'on pourra bientôt, par exemple, avoir les newsletters LinkedIn qui seront affichés sur les pages de résultats, ou encore qu'on pourra optimiser justement les balises méta, donc title et description pour les articles LinkedIn. Donc, il faut suivre quand même cette tendance et il y a une vraie place de contenu, entre guillemets, à aller prendre aussi sur LinkedIn. Complètement. Le dernier point qu'on voit aussi, c'est tout le SEO personnel sur lequel il y a des choses à faire. Souvent, si vous tapez votre nom dans Google, le premier truc qui va ressortir en lien, c'est votre profil LinkedIn. Et donc, il y a aussi un intérêt à travailler cet aspect-là parce que quelque part dans le SEO, c'est quelque chose qui va compter demain. Ça, c'était le premier sujet. Maintenant, on va se rapprocher sur des sujets qu'on a plus tendance à couvrir sur des approches SEO. Quelque chose qu'on voit beaucoup depuis un an maintenant, c'est une réflexion en termes de kit de contenu. Historiquement, créer du contenu B2B, ça ressemblait à créer un blog. J'avais mes catégories, j'avais un peu ma ligne éditoriale. Chaque mois, je sais que je publiais 2, 4, 8, 10 articles sur mon blog. Et l'idée, c'était d'offrir une expérience de consommation de contenu qui soit sympa pour le lecteur. Et donc d'aller faire un peu du picking sur les différents sujets et finalement en fonction de l'actu, en fonction des idées que j'avais, je publiais un peu dans plein de catégories différentes. Aujourd'hui, c'est plus vraiment recommandé de fonctionner comme ça. On a un vrai sujet sur comment est-ce que, sur les sujets sur lesquels, les thématiques sur lesquelles j'ai envie d'être vu comme expert, comment j'arrive à m'équiper de l'ensemble des contenus que je peux vouloir offrir sur cette partie-là. Je vous montre un exemple qu'on fait chez nous, on le fait avec certains de nos clients, mais on a cette logique de j'ai une thématique, je veux être perçu comme expert, qu'est-ce que je peux créer comme contenu dessus, et je ne vais pas attendre un an pour sortir un article par mois sur le sujet, et puis un jour faire un e-book de ces posts-là. On a plutôt l'idée de se dire comment tout de suite je peux m'équiper d'un kit là-dessus. Alors comment est-ce qu'on fonctionne? On va se dire par exemple, là je prends l'exemple de refonte de site. C'est une thématique sur laquelle on a envie de ranker chez Invox, et on a des offres, on a des choses à proposer là-dessus. Et ben on va se mettre dans une pièce avec 3-4 personnes qui vont gérer des projets comme ça. On va se dire ok, c'est quoi toutes les questions qui se posent, c'est quoi tous les sujets qui sortent autour de la refonte de site? Quelle est la stratégie de refonte de site? Quelle est l'équipe pour ça? Comment j'audite mon site actuel? Comment je fais ma migration? C'est quoi les enjeux SEO? C'est quoi le design? Quel texte je choisis? Quel CMS je vais choisir? Et puis petit à petit, on ramifie autour de ça. On est vraiment en mode réflexion mind map. Alors c'est pas aussi organisé tout de suite. Souvent ça part un peu dans tous les sens sur un tableau blanc ou sur des post-it. Mais l'idée derrière, c'est de se dire sur chaque thématique, je commence à avoir des questions. Je commence à avoir des choses qui remontent. Évidemment, je vais faire appel au SEO là-dessus pour aller compléter ce que intellectuellement j'ai pu trouver. On peut faire un peu de chat GPT pour compléter certaines choses, même si à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, il y a un vrai travail sur lequel on peut avancer en constituant un peu toutes ces choses-là. Et finalement, ces choses-là, c'est des opportunités de contenu. Parce que j'ai le fond, je sais ce que je veux dire, j'ai ma voix, ma vision, mes convictions sur le sujet, voilà un peu mon parti pris sur le sujet. Et derrière, je vais pouvoir travailler un certain nombre d'articles. Finalement, je peux prendre juste une question, ça devient un article s'il y a du potentiel SEO derrière. Ces articles-là, je peux en faire un livre blanc, je peux en faire un playbook, je peux en faire un cahier des charges à télécharger ou un template à remplir soi-même. Je peux en sortir des définitions pour une approche glossaire. Et donc, comme ça, je vais pouvoir travailler finalement de manière beaucoup plus industrialisée sur un ensemble de contenus autour d'une thématique. Et ça c'est quelque chose qui change un petit peu. Là où auparavant, on mettait beaucoup de temps à s'équiper d'une campagne autour d'un sujet, aujourd'hui, on arrive dès le début à prévoir ça, à finalement raccourcir le temps de production, à pas oublier des choses en disant, tiens, on en avait parlé, maintenant il faut le mettre dans un autre format, de tout de suite avoir une sorte de kit. Et ce kit, en fait, je vais pouvoir le jouer sur toutes mes thématiques. L'idée aussi, c'est que j'ai posé des formats et je vais pouvoir dupliquer ces formats sur d'autres sujets.
Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que là, Guillaume vient de vous montrer un exemple à partir d'un sujet un peu neuf finalement, mais vous avez sûrement tout un patrimoine de contenu qui est déjà existant et qui est un peu endormi finalement sur votre blog. Donc, on peut aussi très bien partir de l'existant. Par exemple, là, sur la petite photo que vous voyez, on peut partir d'un e-book que vous avez réalisé il y a quelques années, que vous avez justement gardé que ce format e-book, et pourquoi pas le décliner en un article, une page pilier, donc pour faire un cocon, un glossaire, etc., etc. Donc, il y a vraiment cette manière aussi de pas laisser les contenus endormis trop longtemps et de les utiliser pour aller nurturer justement vos leads sur tous vos canaux d'acquisition, en plus sur différents canaux. Hop, je vais jeter un petit coup d'œil aux questions. Alors, l'idée, c'est aussi de devenir un peu monomaniaque. OK, pendant 2 mois, je vais parler que d'un sujet. C'est peut-être un peu bizarre du point de vue ancien. On se disait, ouais, sur mon blog, je parle un peu dans toutes les catégories, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde. En fait, c'est beaucoup plus efficace d'être monomaniaque. C'est beaucoup plus efficace dans la production de contenu. C'est beaucoup plus efficace sur la qualité. C'est beaucoup plus efficace sur la gestion des équipes et des plannings de production parce qu'on a tout de suite un bloc. Et une fois qu'on fait un deuxième thème, un troisième thème, en fait, on sait très bien quels sont les formats qu'il faut qu'on puisse faire. Et donc, on s'équipe des différents formats là-dessus. On a aussi une expérience utilisateur qui va être hyper claire et cohérente. Ça, c'est super important parce que ça va permettre justement d'uniformiser vos contenus. Plus vous allez les penser en kit, plus on va avoir un tone of voice, un copywriting qui sera unique, entre guillemets, et propre à l'ensemble des contenus. Et puis surtout, une charte graphique qui permettra aussi d'identifier un même pack de contenu, entre guillemets. Donc, ce sera hyper pratique pour les utilisateurs. On a un gros gain de temps au niveau des équipes, puisque forcément, en pensant au kit, vous allez aussi prendre moins de temps à briefer, à rédiger, à publier, à faire le design, etc. etc. Donc là aussi, c'est hyper avantageux quand vous avez beaucoup de contenu à faire. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a vraiment plus de leads qui peuvent être générés à la clé, puisque vous allez communiquer sur plusieurs canaux, comme je le disais précédemment. Et donc, vous allez forcément toucher votre audience de manière beaucoup plus large sur là où elle est et où elle a besoin d'être. Donc, en conclusion, le kit de contenu, c'est hyper utile en SEO aussi parce que ça va permettre déjà une augmentation du trafic organique, ça va vous rendre super visible sur vos thématiques et ça va offrir une expérience utilisateur de qualité. Donc, au final, c'est un peu tout ce qu'on a besoin en SEO. Donc là, on est typiquement dans un des sujets où c'est une grosse tendance sur le contenu, parce que la barre de compétition a augmenté sur la production de contenu. Il y a plus de contenus qui sont créés, donc tout de suite, il faut que je m'équipe sur quelque chose. Quelque chose qu'on n'a pas mentionné aussi pour les gens parmi vous qui faites un peu de nurturing, de marketing automation. Désolé pour les termes anglais là-dessus, mais vous pourrez trouver pas mal de définitions là-dessus en cherchant. Il y a un enjeu aussi d'avoir tout de suite sur une thématique tous les contenus, pour pouvoir faire mes campagnes automatisées, pour pousser à partir du moment où quelqu'un a accédé une première fois à un contenu, pour pousser tous les autres dans une séquence. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et là, on est vraiment dans quelque chose où on a des tendances content très fortes et des tendances SEO qui convergent et sur lesquelles on va réussir à faire des choses intéressantes. Si vous êtes en panne d'inspiration, ce qui peut parfois arriver, on vous donne un petit bonus, c'est notre Content Book 2023. Il y a plein d'idées de contenu à aller chercher pour vous donner un peu d'inspiration, des articles de blog, des pages piliers, des vidéos, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil, il est dispo sur notre site. Donc ça, c'était notre deuxième tendance. 1, LinkedIn, les gens doivent prendre la parole en s'appuyant sur les contenus qui sont faits et tôt ou tard, ça paiera aussi sur la partie SEO. Pas mal de questions là-dessus, on y reviendra dans les questions. 2, ce sujet de comment je pense mes contenus plutôt en bloc. Et on commence à gratouiller du côté des cocons. Forcément, en fonctionnant comme ça, si j'ai 8 articles, un livre blanc et des définitions autour d'un sujet, je suis quand même pas très loin de la réflexion en termes de cocons. Les cocons, ça fait un moment qu'on en parle. Oui. Il y a plein d'idées autour de ça et plein de preuves aussi chiffrées. Plein de manières de faire aussi. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le faire. Et puis, il y a quand même un sujet dans le sujet du cocon, qui est le sujet de la page pilier sur lequel on avait envie de revenir ce matin. Alors déjà, avant ça, quelques pourquoi et quelques chiffres de ce qui est intéressant dans cette logique. Ouais, avant de commencer, un petit rappel sur les 5 plus gros facteurs en fait, de ranking selon Google. Donc, ce qu'il faut vraiment penser finalement à regarder quand on fait des pages piliers, des cocons sémantiques ou même des contenus classiques finalement pour savoir s'ils performent bien. D'abord, il y a le trafic direct. Alors comme ça, on se dit pourquoi, etc. En fait, c'est tout simple. Plus votre site aura une bonne notoriété globale, plus les moteurs de recherche comprendront que votre site est important pour les utilisateurs. Il sera donc mieux classé aussi en organique. Ensuite, il y a le temps passé sur le site. Forcément, c'est un indicateur assez révélateur finalement du niveau de qualité de votre site.
Donc, si on a envie de rester dessus, etc. Idem pour le nombre de pages, c'est à peu près la même chose. Plus on visite de pages, plus on sait si le contenu est révélant pour l'utilisateur. Et puis surtout, ça permet aussi de mesurer là vos effets de maillage interne et de qualité de contenu, encore une fois. Pour le taux de rebond, pareil, est-ce que le contenu est utile, on a envie de le lire jusqu'au bout, etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui vont vous permettre de savoir si le contenu est bien pensé pour répondre à l'intention et à la requête de l'utilisateur. Et puis, le dernier point, c'est le nombre de domaines référents. Ça reste quand même hyper important d'avoir des backlinks qui vont pointer vers vos pages piliers, vos cocons, pour leur donner beaucoup plus de visibilité. Même si aujourd'hui, on dit qu'il y a une petite baisse de l'importance des backlinks, etc., ça reste quand même un point essentiel. Donc, toujours aller chercher des backlinks sur ces pages hyper stratégiques. Donc ça, c'est vraiment des choses qui montrent que la réflexion cocon, elle fonctionne. Et qu'on va avoir quand même plein d'effets derrière à l'intérieur de ce cocon sur ce qu'on appelle la page pilier. Historiquement, pour ceux qui découvriraient cette partie-là, juste pour remettre dans le contexte, auparavant, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur ce côté kit de contenu. On réfléchissait finalement par catégorie et puis on créait des articles dedans. Et on avait une sorte de blog un peu informe, une magazine web pas forcément super catégorisé, sur lequel on retrouvait tous ces contenus. Aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique-là et c'est vraiment ce qui impose finalement le fonctionnement des moteurs de recherche et des algos, c'est de dire en fait, je veux pas savoir si une page est bonne sur un mot-clé, je veux savoir si le site est cohérent sur cet ensemble de pages qui semblent marcher ensemble pour couvrir un sujet. Donc ça veut dire qu'on pense de toute façon pour le SEO en plusieurs, en global, en plusieurs blocs. Ouais. Sauf que c'est pas juste un bloc, c'est un bloc qui tourne, qui gravite autour d'une page qui est la page principale, qui est un peu la table des matières de ces contenus-là, et il y a un impact technique derrière de se dire il faut que mon site aussi puisse être structuré de cette manière-là. De manière très concrète, très visuelle, ça donne des choses comme ça. Ça donne des pages, alors là, en plus, on n'a qu'une partie de la page, mais si on continue à scroller, là, souvent, on va voir peut-être un quart ou un cinquième de la page qu'on va avoir. C'est de dire, en fait, on a des formats de site, dans le site, on a des formats de pages qui sont spécifiques pour porter l'ensemble des cocons. Et donc, on commence à avoir des pages assez longues, comme ça, sur lesquelles on va avoir beaucoup de texte. Vous pouvez regarder, on va vous détailler là tout à l'heure une page un peu plus, de manière un peu plus morceau par morceau, mais on va trouver un certain nombre d'éléments qui font qu'aujourd'hui, on coche les cases pour faire une bonne page pilier, qui est cette page centrale, qui doit venir vraiment distribuer aux yeux de Google et aux yeux du navigateur, enfin de l'humain qui navigue, un peu le sujet sur les différents sites. Aujourd'hui, c'est devenu super important de faire des pages piliers et des cocons sémantiques. C'est un des dispositifs, je pense qu'on peut le dire, qui est le plus puissant pour se positionner sur les pages de résultats. Finalement, ça résulte de 3 constats. C'est que d'abord, on a une concurrence de plus en plus forte. Plus les années passent, plus il y a de contenus qui sortent sur les mêmes thématiques que celles qu'on vise, entre guillemets, et plus il y a d'acteurs également de concurrence sur le marché. On a aussi une montée en puissance de l'expérience utilisateur. Donc, comme vous le savez sûrement, on a le nouveau E d'expérience qui est venu rejoindre les critères HIT, donc les critères par Google qui permettent justement de juger la pertinence des pages dans les moteurs de recherche et de les classer du coup en fonction de l'expertise de l'autorité et de la fiabilité. Donc, il y a vraiment une envie depuis toujours, finalement, avec tous les algorithmes aussi, de renforcer la qualité de contenu. On peut parler des full content, on peut parler des core updates, mais en fait, ça a toujours été le cas avec tous les algorithmes qui ont été produits par les moteurs de recherche. Mais on sent qu'en 2023, la barre quand même se monte un petit peu plus et qu'on a un renforcement sur ce thème-là. Hop. Alors, on vous le disait, une page pilier, ça peut être assez long. Là, on vous fait un exemple. Donc ça, c'est chez Ubicast. C'est un système de visio et d'enregistrement dans le monde de l'éducation. Donc, pour plutôt des cours à distance. Ils avaient un sujet de positionnement sur certains mots-clés plutôt concurrentiels, même si on est sur du B2B et qu'on n'est pas sur des mots-clés à très fort volume. On est quand même sur des choses qui sont assez concurrentielles. Donc, si on fait un peu l'autopsie de ça, on va retrouver différents éléments. On a zoomé un petit peu sur différentes parties. Ouais, comme d'habitude, on trouve un titre H1 unique, forcément qui contient le mot-clé principal. Un petit tip, si vous souhaitez reconnaître une page pilier, souvent on a des titres qui sont formulés sous la forme le guide ou tout savoir de, etc., etc. Donc c'est aussi un bon indicateur. On peut trouver des sommaires quand la page est vraiment longue. Ça va permettre à l'utilisateur de s'y retrouver, de naviguer directement dans les parties qui peuvent l'intéresser.
On a aussi une mise en page qui est quand même assez soignée. Nous, chez Invox, on aime faire avec nos clients et aussi pour nous, si vous allez voir nos pages piliers, c'est créer un template qui sera vraiment dédié en fait à ces pages. On veut qu'elles se différencient du reste de nos contenus. C'est des contenus qu'on pense un petit peu premium finalement, même s'ils ne sont pas gated, et donc qui doivent avoir une valeur ajoutée aux yeux des utilisateurs. Après, on descend un petit peu dans la page sur la structuration des blocs, hein, même si là, ça ne se voit pas, on a quand même des blocs qui vont se répéter. On va avoir du maillage interne entre les pages filles, pages petites filles et les pages offres à la fin. Mais ça, je vous en reparle après parce qu'on aura une petite slide maillage. On a des structures à chaîne qui sont solides, enfin une structure à chaîne solide. L'objectif, c'est d'aller placer vos mots-clés secondaires dans vos balises et puis aussi de répéter un petit peu votre mot-clé principal à plusieurs endroits. Donc, pareil, on en reparlera. Texte, H1, balise title, paragraphe, etc., etc. Size matters. Size matters, mais c'est pas un critère Google, donc attention. La longueur, c'est quand même important parce que ça va vous permettre de couvrir l'ensemble de la thématique et surtout d'avoir un contenu un petit peu plus développé que ceux de vos concurrents. Après, comme je le dis, c'est pas un critère Google, donc attention. Mais par contre, c'est toujours bien d'aller regarder le top contenu qui est positionné sur votre mot-clé pour aller faire mieux et essayer justement de voir là où il y a des manquements. Ouais, petit tips, prenez les 10 premiers résultats sur le mot-clé sur lequel vous voulez positionner, faites la moyenne un peu du nombre de mots sur ces rankings-là. En général, ça vous donne une petite idée. Est-ce que sur 800 mots, ou sur 3000 mots, ou sur 10 000 mots, il va falloir mettre un petit peu le cap. Ouais. Et puis pour terminer, un truc qui est quand même assez important, c'est de mettre des illus, des vidéos, des images, voilà, des formats un petit peu interactifs si possible, etc. On est sur une page qui a quand même beaucoup de texte de manière générale, donc plus c'est aéré, plus c'est lisible pour l'utilisateur et plus il aura envie de lire le contenu jusqu'au bout. Toujours dans cette idée de ça va devenir des pages quand même très importante. Si vous faites du netlinking souvent, ça sera un peu sur ces pages-là que ce sera fait. On va mettre plus de jus sur ces pages-là. Ça porte tout le cocon. Donc, il faut aussi qu'en passant dessus, les gens se disent « Ah tiens, il y a du contenu. Éventuellement, je le partage en interne. Éventuellement, peut-être que je vais faire un lien sur quelque part, un backlink naturel parce qu'il y a suffisamment d'infos là-dessus. » C'est vraiment des choses, notamment en B2B, hein, où parfois on manque un peu de pédagogie sur certains sujets un peu pointus ou un peu techniques. Ouais. Quand on a des pages comme ça, on sent vraiment qu'il y a une montée en puissance assez rapidement sur ces pages-là. Un petit point maillage cocon sémantique. Alors attention, ça risque de créer le débat. Chacun a sa petite manière de faire le cocon sémantique. En tout cas, ça, c'est la technique Invox. On la partage avec vous aujourd'hui. Si vous avez des retours aussi, n'hésitez pas. Prenez un petit carnet, un petit stylo parce qu'on va faire le déroulé. Faut un petit peu suivre. Du coup, on aura des liens de maillage de la page pilier vers les pages filles, comme on vous le disait tout à l'heure, avec justement les différents liens de maillage dans chaque partie de la page pilier. On va avoir des liens retour des pages filles vers la page pilier, puis entre les pages filles. Ensuite, on aura la page fille qui fera des liens vers les pages petites filles. Idem, les pages petites filles font un lien vers les pages filles, puis entre elles. Et enfin, un lien aller seulement des pages petites filles jusqu'aux pages offres, solutions, produits selon votre business. L'objectif forcément du cocon sémantique, c'est à la fin d'aller drainer le trafic sur vos pages offres pour qu'ils aient vraiment tout ce parcours en fait, de funnel à aller traverser. Un petit exemple cas d'école d'une super page pilier HubSpot qui est magnifique. Franchement, je vous conseille d'aller y jeter un œil. C'est juste un petit exemple pour vous montrer qu'aujourd'hui, il y a des contenus top level, entre guillemets, en termes de page pilier. On a du parallaxe, on a des liens super propres au niveau du cocon. Donc, en plus, des bonnes techniques à reprendre pour tout ce qui est encre, etc. La vidéo, des infographies, vraiment c'est hyper riche et on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout, on est immergé dans l'univers. Petit exemple. Et puis en bonus, on ne va pas s'attarder forcément là-dessus. On vous laissera regarder dans le replay ou sur les slides. On le partagera. C'est un peu la checklist. Si vous lancez dans une page pilier, si vous avez aujourd'hui des pages qui servent de page pilier aussi dans des cocons, parce que vous êtes un certain nombre aussi à déjà avoir cette logique de cocon, une petite checklist pour voir si vous cochez un peu toutes les bonnes choses pour mettre au vert la pratique sur cette partie-là. Avant-dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous ce matin, je vois qu'il continue à y avoir pas mal de questions qui sont posées, des débats aussi dans le chat. J'ai pu voir passer des gens contents ou pas de ce qu'on pouvait dire. Encore une fois, Kenza l'a un peu dit, il y a des débats aujourd'hui parce que effectivement on ne connaît pas la recette miracle non plus et puis c'est des choses qui évoluent. Donc continuez, on aura l'occasion d'y revenir sur la fin. Je sais que Nicolas fera une bonne curation aussi de ça pour nous. Puis il y a beaucoup de choses qui remontent. Faire du
du neuf avec du vieux. C'est un peu le sujet là, de cette quatrième tendance qu'on voit. Aussi parce que sur les dernières années, il y a eu beaucoup d'investissements par les boîtes sur créer de nouveaux contenus. Enfin, qui s'équipent, il y a quand même encore beaucoup de boîtes pour qui c'est assez nouveau. Par contre, il y en a aussi un certain nombre qui ont fait ça depuis quelques années et qui se retrouvent avec un patrimoine de contenu assez important aujourd'hui. Et qui finalement a pu marcher par le passé, mais marche moins maintenant. Et ils se disent, tiens, ça serait peut-être intéressant de consacrer une partie de notre attention, de nos ressources, de notre temps, à pas seulement créer de nouveaux contenus, à alimenter un peu la machine, à toujours dire plus de choses, mais aussi à se poser la question de la performance des contenus anciens, notamment quand on sait que certains contenus qui sont déjà positionnés depuis un petit moment dans les moteurs de recherche ont aussi une petite prime à l'ancienneté pour certains sujets, pas partout encore une fois, mais ça peut compter. Et donc, on a un petit sujet, nous, on aime bien voir ça comme, alors là, c'est là où je mets mes habits de Stéphane Plaza, de homestaging, de dire, j'ai un appartement, si je veux le valoriser, il faut que je fasse quelques petits travaux dessus. Et c'est un peu ça, la maintenance et l'optimisation de contenu. Il y a plein de choses qu'on peut faire autour de ça. Il y a du SEO, évidemment. Il y a d'autres choses aussi, parce qu'il y a des contenus qui deviennent obsolètes parce qu'il y a eu des changements de loi, des changements de marché, des changements de pratiques. Mais il y a aussi et surtout le fait que les pratiques SEO peuvent changer. Et aussi parce que quand je vais accumuler dans le temps de la création de contenu, souvent le maillage de mes anciens contenus avec mes nouveaux contenus n'est pas idéal, qu'un cocon qui a beaucoup enflé devient un trop gros cocon parce que la thématique est devenue mature et finalement je pourrais faire plusieurs cocons et retravailler ça. Et donc on a un petit enjeu ici de retravailler les must-have sur cette partie-là. Ouais. D'un point de vue purement SEO, on peut rappeler avant de parler de l'étude de CMJ, la super étude CMJ, quelques points de pourquoi on peut penser à l'opti de ces contenus. Généralement, il y a 4 grandes raisons quand même qui font qu'on pense à l'opti de contenu. La première, c'est que notre trafic est en baisse de manière générale, donc sur notre site ou sur un contenu particulier assez stratégique pour nous. Il peut aussi y avoir un problème de mots-clés qui est soit en régression, donc qui a de moins en moins de volume de recherche justement au fil des années, parce que c'est la troisième raison. Un autre terme potentiel enregistre une tendance beaucoup plus forte. Et puis le dernier point qui est quand même pas à négliger, c'est qu'au fil des années, les intentions des utilisateurs changent. On tape plus les mêmes requêtes qu'avant. On fait plus la recherche comme on le faisait avant, et surtout, on a surtout des nouveaux questionnements qui peuvent naître aussi sur les thématiques. Et donc du coup, sur ces bénéfices-là, l'optimisation, ça va vous permettre, selon l'étude, de générer 60% de trafic supplémentaire au bout d'un mois environ. Après, ça peut varier un petit peu. On va vous montrer un exemple juste après avec un de nos contenus. Vous allez pouvoir générer 10 fois plus de trafic pour les contenus de plus de 2000 mots VS moins de 500 mots. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La longueur, c'est pas un critère, mais on voit quand même qu'il y a une vraie force des contenus longs. Et puis 17 fois plus de trafic pour une page en première position VS en 10e, ce qui est logique. Si vous n'êtes pas dans le top 3 ou dans le top 5, en fait, vous n'êtes pas du tout visible sur les pages de résultats. Donc c'est vraiment le nerf de la guerre. Allez voir l'étude complète, il y a encore plein d'autres infos qui corroborent quand même pas mal avec pas mal de data, parce que CMJ brasse maintenant énormément de data pour voir un peu cette progression sur cette partie-là. Et tant qu'on est... j'ai perdu mon clic. Regardez vos questions. L'exemple de la façon dont on travaille, il va y avoir un regard sur quelles sont les pages qui performent moins, ou des pages qui devraient plus performer mais qui ont du mal à ranker. On va les passer dans CMJ. C'est un peu cette façon-là dont on va travailler. Tu peux peut-être nous expliquer le travail sur cet exemple-là qui a pu être fait. Tout à fait. Donc, ce que vous avez sous les yeux, c'est un article Invox qui parle de l'advocacy marketing. Donc cet article, il a été optimisé en décembre 2021. Juste en novembre, donc un mois avant qu'on l'optimise, on était à la 17e position. Vous voyez qu'un mois après, donc en décembre, on est passé à la 5e position. On l'a plus trop touché après avoir fait l'optimisation, et pourtant 4 mois plus tard, donc en avril, on est passé premier sur le contenu, avec en plus l'obtention d'un featured. Donc voilà, des fois il faut aussi laisser le temps entre guillemets au robot de crawl de repasser sur le contenu. C'est pas immédiat, ça serait chouette, mais c'est pas immédiat. Et finalement, heureusement que c'est pas non plus immédiat, parce que sinon tout le monde changerait des choses tout le temps, on deviendrait un peu fou sur ces choses-là. Donc l'optimisation, comme le contenu, notamment en B2B, c'est plutôt un jeu de moyen terme. C'est pas quelque chose qui va avoir des impacts très 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 court terme. Évidemment, je sors un livre blanc et il peut se passer des choses autour, mais globalement, c'est plutôt l'idée de s'inscrire dans la durée, mais de garder un temps de ressources et de cerveau disponible
pour aller refaire des choses qu'on a déjà faites par le passé, et notamment avec des outils nouveaux, des façons nouvelles de le faire sur cette partie-là. Très rapidement, peut-être sur un peu les quelques étapes pour mettre ça en place. Ouais, tout à fait. En fait, l'opti, ça se passe plutôt par 3 étapes de manière générale. D'abord, on va aller analyser les perfs existantes. On s'équipe généralement d'une solution de tracking, plus des outils dédiés en fonction des besoins que vous allez avoir sur l'optimisation. La deuxième partie, ça va plus être de détecter les opportunités. Maintenant que vous avez connaissance un peu de l'existant, allez voir s'il y a des nouveaux mots-clés sur lesquels se positionner, des nouvelles requêtes, des nouveaux questionnements sur votre thématique. Et puis, go. Troisième partie, on passe... On bosse un peu. Ouais. Il faut bosser un peu. Oui, il faut bosser, c'est ça. Il faut optimiser. Souvent, d'ailleurs, c'est pas forcément celui qui a créé le contenu au départ qui est le mieux placé pour l'optimiser. Ouais. Parce que c'est quand même un autre cerveau qu'il faut activer, en tout cas une autre partie de son cerveau. Donc, ça peut être aussi intéressant de structurer ça dans les équipes et finalement de donner ce travail-là à deux personnes différentes. On vous a mis aussi, on va passer très rapidement dessus parce que là, pour le coup, ça vous demanderait d'aller creuser pas mal de choses. On a des outils pour la partie tracking, détection de ce qu'il faudrait changer. Ouais. On vous a mis quelques petites choses qu'il faut regarder sur ces choses-là. Un sujet qui est super important, qui est... beaucoup d'entre vous ne l'avez pas. C'est un peu une liste de tous les contenus que vous avez publiés. C'est ce qu'on appelle, nous, le content mapping. C'est vraiment la cartographie des contenus qu'on a. Vous voyez, là, c'est une façon de le faire. Là, on le fait pour nous sur notre site, où on sait si c'est un article, si c'est une page, si c'est une page offre, si c'est une landing page un peu en dehors de l'organisation d'URL sur un sous-domaine, à quelle cible ça a été fait, quand est-ce que je l'ai optimisé la dernière fois, et on remonte là-dedans des infos de positionnement. Ça, c'est quelque chose qui est super important pour vous, parce que l'optimisation, elle va passer par là. Vous allez faire un peu des priorisations. Sinon, vous allez jamais savoir quelle page optimiser. Ça sera fait un peu au petit bonheur à la chance, et c'est vraiment quelque chose sur lequel on gagne à être super organisé. Ouais. Si je peux juste me permettre de rajouter, c'est un super doc parce que côté SEO, ça va aussi vous permettre de suivre les perfs avant-après. Donc, vous pouvez reporter vos KPI à l'intérieur et avoir vraiment cette vision du coup, combien de contenu par persona, quel KPI, etc. Et aussi, c'est un très bon support, petit tips pour les refontes de sites puisque vous aurez listé déjà toutes vos URL de contenu. Toujours dans les outils. Donc là, normalement, on sait à peu près où ça va et où ça va pas. Pourtant, ça ne dit pas ce que je pourrais faire. Ça montre un peu des choses, mais il y a plein d'autres outils qui permettent de savoir finalement qu'est-ce que je peux améliorer et comment l'améliorer. Donc, on vous a mis quelques petites choses là-dessus aussi à aller creuser de votre côté pour ceux qui sont curieux. Et puis, comme tout à l'heure, on a ce petit bonus aussi sur l'optimisation, dire une fois que vous avez identifié un contenu qui mériterait d'être mieux positionné, commencez par les mots-clés importants pour vous. Commencez par les choses où vos concurrents sont devant vous aussi, où vous sont passés devant. Souvent, c'est des signes que la concurrence a changé des choses. Donc, c'est à vous de répondre aussi à cette concurrence. Donc, vous avez fait cette petite checklist que vous pourrez récupérer dans le replay ou dans le téléchargement des slides. Dernier sujet, et puis après on passera aux questions. Et on va vous faire participer aussi. Là, vous avez beaucoup participé dans le chat, je vois les débats, les questions, il y a beaucoup de choses. Donc on aura des choses à faire. On vous fera un petit sondage aussi en live qu'on va lancer tout à l'heure. Juste pour revenir, donc on parle de gated content. C'est notre dernière tendance. Le gated content, qu'est-ce que c'est ? Si ça va bien marcher. Donc c'est le mot anglais pour contenu soumis à formulaire. On l'a tous déjà fait. En gros, tu veux mon livre blanc, remplis ton email, ton téléphone, le nom de ta boîte, et je te donnerai le livre blanc. Clairement, c'est des contenus qui sont souvent à forte valeur ajoutée. Donc l'idée, c'est pas je prends un article de 300 mots, je le mets en PDF et je demande aux gens de le télécharger. Parce que là, pour le coup, une fois qu'ils l'ont téléchargé, ils sont pas très contents parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de matière. Donc il faut trouver des angles un peu particuliers. Souvent, ça va être des contenus un peu plus denses, un peu plus structurés, un peu plus jolis aussi, avec plus d'investissement design. Et pour autant, on peut avoir quand même beaucoup de formats. Très vite, on pense livre blanc, e-book, mais il peut y avoir des checklists. Les webinars sont un format aussi de contenu gated. Pour vous inscrire, vous avez rempli un formulaire. Ça peut être des vidéos de formation, ça peut être des formations par email, ça peut être de l'abonnement à la newsletter. Il y a pas mal de choses derrière ça. Donc ça, tout le monde l'a vu. Les objectifs, c'est quoi ? C'est que je travaille mon image de marque en expertise, j'offre une expérience utilisateur assez soignée parce que j'ai en général une bonne landing page, un petit mail de follow-up qui suit pour proposer le téléchargement et une thank you page qui arrive derrière le remplissage de formulaire pour éventuellement pousser vers d'autres contenus. Donc c'est assez propre dans une relation B2B, c'est assez rassurant. Et puis évidemment derrière, le truc que moi je cherche à avoir, c'est l'espèce sonnante et trébuchante qui tombe dans ma base de données sous forme de contact, plus ou moins quali, mais en tout cas sous forme de contact.
Sur ça, aujourd'hui, on est assez bien organisé pour faire connaître. Enfin, il y a beaucoup d'opérations marketing en B2B sur le contenu qui sont organisées autour de ça. Derrière, on sait mettre des petits CTA partout où il faut, l'inclure dans les signatures de mail de manière automatique, faire popper des formulaires sur une partie du site qui parle de ce sujet-là pour dire si tu aimes ce contenu que tu es en train de lire gratuitement, mets des choses ici. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut travailler comme ça, aussi en acquisition sur derrière le social media. Mais pourtant, il y a un peu une réflexion qui dit c'est un peu dommage. Si je fais du gating, finalement, j'ai des gens qui vont voir ma page de téléchargement, mais il y en a peu qui vont commencer à remplir le formulaire, qui vont remplir complètement le formulaire, qui vont accéder à la ressource, qui vont la voir et qui vont la consommer complètement. En fait, j'ai une attrition assez forte sur ce truc-là. Là où aujourd'hui, il y a une réflexion sur le ungating, c'est-à-dire on arrête les formulaires. J'ai un bon contenu, c'est pas grave, je continue à faire les mêmes contenus qu'avant. Mon webinar, j'en fais un live, je ne demande pas d'inscription. Mon e-book, je le donne directement. Les gens peuvent le lire en PDF directement dans la page, le télécharger s'ils le veulent. L'idée qui est sous-jacente derrière ça, c'est de se dire, je vais avoir beaucoup plus de monde qui va passer, parce qu'il y aura une viralité un peu plus forte autour de ça. Le truc, il est ouvert. Je sens pas que j'ai une... Voilà, je peux aussi... Nous, on le voit dans les accroches LinkedIn. Quand on dit pas de téléchargement, les gens cliquent plus. Ils vont davantage chercher le truc parce qu'ils sont habitués à devoir laisser leurs coordonnées. Certains n'ont pas envie. Et puis aussi, on va avoir plus de gens qui vont voir le contenu. Ils vont pas arriver sur la page et dire je repars. Ils vont le regarder. Si ça les intéresse, ils vont continuer. Si ça les intéresse pas, ils vont passer leur chemin. Mais j'aurai quand même une exposition beaucoup plus forte. Et on est un peu dans cette logique-là. Et c'est là où on va faire le sondage. Nicolas, si tu veux bien, on va faire en 2 parties. Nico, on a besoin de toi pour lancer le sondage. Est-ce que je peux le lancer moi-même? Oui, je peux le lancer. Super. Donc, on va faire un truc. Ouais, Nico, très bien. Non, j'ai vu que je pouvais le faire. Écoute, on va le faire tous ensemble. Donc, préparez-vous à répondre. Ça va être assez rapide. On va vous mettre... Hop, soumettre le vote. Ah, tu as cliqué en même temps, je crois. Pardon. Non, c'est moi. Oui, choisir, vous préférez, tac, tac, tac. On a ouvert 2 sondages. Les 2 sondages sont en ligne, là, dans l'onglet sondage. Par lequel vous souhaitez commencer. Là, tout le monde peut voter, là. Ok, parfait. On va commencer par vous préférez pour vos contenus. Il y a 2 options. Soit quand vous publiez des contenus, donc vous avez fait un super contenu premium, est-ce que vous préférez récupérer des leads ou avoir davantage de vues sur votre contenu? Ça, c'est la première logique. Là, on est plutôt sur le côté je suis l'entreprise, j'ai fait un contenu génial, qu'est-ce que je veux qu'il se passe? Donc là, c'est en train de se remplir. On est 3 quarts à 1 quart. 3 quarts des personnes sont plutôt sur j'ai envie de récupérer le lead, c'est normal, j'ai passé quelques milliers d'euros et quelques jours à faire cette partie-là. Donc c'est intéressant, c'est 1 quart, 3 quarts. Donc on est vraiment dans cette logique-là. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'on pouvait constater auparavant. C'était directement, non, mais moi ce que je veux, c'est récupérer le contact. Et si je le fais, je veux savoir combien le lead m'a coûté presque. Et on va commencer à répondre à la deuxième question, qui est plus vous à titre perso. Donc là, on change de posture. On vous a poussé une idée de, par exemple, tiens, on a fait une super étude advocacy sur la place des dirigeants sur LinkedIn. Voilà, vous vous êtes accroché par le truc, un mail, un post LinkedIn. Qu'est-ce que vous voulez? Vous préférez avoir le contenu tout de suite ou vous préférez remplir un formulaire pour l'avoir? Et là, on voit que, alors, je ne sais pas combien, il y a 400 votes, donc c'est quand même suffisamment représentatif. Certains veulent l'avoir tout de suite. Et donc, on voit bien qu'il y a ce côté un peu de schizophrénie qui est, quand j'offre un contenu, je veux me sécuriser pour récupérer du lead. Et quand moi, je suis dans une démarche de renseignement, de prise de décision, enfin, avant achat, je ne suis pas encore dans une phase de décision, bien souvent, je préfère l'avoir tout de suite. Donc, on a quand même une grosse décorrélation ici entre ce que j'offre comme expérience et ce que j'aime vivre comme expérience. Et en général, l'expérience que nous-mêmes, on veut vivre, les autres ont envie de la vivre aussi. Je vais voir si je peux récupérer les 4% des personnes qui préfèrent remplir un formulaire quand même avant d'avoir accès au contenu, juste pour qu'on monte peut-être un groupe de soutien pour ces personnes. Bon, merci d'avoir répondu, c'est super, ça fait des super statistiques. On est un peu plus d'1 sur 2 à avoir répondu sur ces parties-là. Si ceux qui ne l'ont pas encore fait, trouvez la partie sondage en bas, c'est à côté de questions. Je pense que ça sera super intéressant. Merci Nico pour ton soutien. Alors, gated ou pas gated? On vous met là un peu des choses. Pourquoi est-ce qu'on fait encore beaucoup de gated et pourquoi est-ce qu'on est 75% dans la salle à vouloir continuer à faire du gated? Clairement, ça permet de mieux connaître les cibles qu'on téléchargé. On récupère des informations. On a des habitudes, hein. C'est dur de changer ces habitudes. On est habitué, je fais un livre blanc, j'ai mon formulaire, j'ai ma récupération de leads et puis dans quelques mois, je fais un reporting sur combien de leads ça a rapporté. Globalement, ça marche.
globalement, ça marche aussi. On a des gens qui téléchargent les formulaires, qui remplissent les formulaires, on les travaille derrière, on sait quoi traquer. Et puis, on a aussi un petit sujet, si la personne, on la connaît déjà, bah, quand même, à chaque nouveau contenu, elle va devoir re-remplir les choses. Donc, il y a quand même des choses qui sont pas forcément géniales. Côté Getty, vous l'avez compris, plus de monde voit le contenu. On a une meilleure viralité parce que si je trouve un super contenu qui est accessible, j'ai plus envie de le partager plutôt que de renvoyer des gens eux-mêmes aller télécharger le truc. C'est quand même plus dans l'air du temps aussi de ce côté. Je crée des contenus, je m'affirme en tant qu'expert. Honnêtement, si on veut des mails, on le récupère. Aujourd'hui, on sait les récupérer. Et puis, honnêtement, on retrouve aussi beaucoup de toto@toto.com qui doit être appelé au 01 23 45 67 89. Donc, on a aussi un peu cet enjeu-là de qualité de la data. C'est plus quali sur l'expérience. J'arrive sur une page, j'ai déjà mon contenu. Et puis, ça a un gros impact au niveau du SEO parce que je fais sortir les contenus et je peux les transférer pas seulement en PDF, je peux aussi en faire des pages intéressantes. Ouais, en fait, les deux sont possibles parce que ce qu'on fait aussi beaucoup chez Invox, c'est qu'on rédige des news pour accompagner nos premiums. Et donc, du coup, on a le positionnement aussi SEO qui est intéressant. Juste pour info aussi, on a des trucs hybrides qui commencent à arriver, même sur les blogs B2B, où on sort un peu du gating en disant je donne tous mes contenus, mais quand même je vais remettre un peu comme dans le média, vous avez vu ces contenus, si vous aimez, inscrivez-vous, vous aurez toutes les news sur les nouveaux contenus. On peut mettre des petites pop-ins qui sortent sans forcément bloquer l'accès au reste du contenu, juste pour dire inscris-toi, c'est peut-être intéressant que tu vois les prochains contenus, que tu rejoignes la communauté. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses où on donne tout le contenu pour que les gens s'inscrivent sur les réseaux sociaux ou à une mailing list, à une newsletter. Donc, il y a aussi ce transfert-là qui est super intéressant. Voilà, en conclusion, un peu ce qu'on voulait vous partager. Et j'ai vu qu'il y avait 1000 questions qui ont été posées. Alors, peut-être pas 1000, hein, je mens peut-être un peu sur le nombre. Mais en tout cas, on a vu passer beaucoup de questions là-dessus. Donc, on va basculer sur cette partie-là. Vous pouvez aller voir sur cette URL aussi. On a cité pas mal de contenus un peu plus premium. On est en train d'ouvrir en plus nos contenus. Donc, il y a de moins en moins de formulaires. Il en reste encore quelques-uns. Désolé par avance. Mais vous pouvez aller consommer pas mal de contenu là-dessus. Connectez-vous avec nous sur LinkedIn. Et puis, on va aller regarder les questions tout de suite là-dessus. Je sais qu'il y a des questions qui ont été beaucoup upvotées. Je vais commencer dans cet ordre-là, et puis après, j'irai diguer un petit peu plus en détail dans les autres. On a pas mal de questions. Alors, peut-être que c'est aussi les questions qui sont arrivées au début qui ont le plus le temps de prendre des votes. J'ai mon site, j'ai LinkedIn, qu'est-ce que je mets comme contenu à quel moment? Alors déjà, il n'est pas avéré que, vu que les contenus LinkedIn ne sont pas vraiment référencés aujourd'hui, que ça compte comme du duplicate. Donc il y a pas mal de questions autour de est-ce que je copie-colle mon contenu et je le mets directement, sans risquer ce côté cannibalisation, duplicate content, pénalité. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses qui sont prouvées sur cette partie-là. Sans doute qu'à un moment, ça va changer un petit peu parce que LinkedIn devenant une plateforme de contenu, ça serait logique que je puisse trouver du contenu de LinkedIn dans Google. Je pense qu'il y a un petit fight entre les deux. Peut-être que LinkedIn d'ailleurs n'a pas envie que son contenu soit indexé dans Google tout de suite. Donc il y a un peu ce sujet-là. Par contre, ce qui est plus clair, c'est jamais une bonne idée de dupliquer. Pas tellement pour des raisons de duplicate, plutôt pour des raisons de type de consommation de contenu. La manière dont je consomme le contenu sur un site n'est pas du tout la même que celle que je consomme sur la manière dont je consomme sur LinkedIn. Déjà, on a des contraintes sur LinkedIn de mise en page, de liens, de capacité à faire des titres ou pas faire des titres. Sur les visuels, je ne peux pas intégrer des visuels dedans, sauf à utiliser la partie article qui devient une partie newsletter dans LinkedIn qui est super intéressante aussi. Donc, il y a plutôt une idée j'adapte le contenu, je m'appuie sur ce qui a été fait parce que je le fais quand même encore aujourd'hui plutôt sur le site, je vais le transposer dans LinkedIn, mais plutôt en épousant les codes de LinkedIn, c'est-à-dire que je rédige pas de la même manière. Si c'est sur ma page entreprise, je vais plutôt l'orienter, un peu curation de contenu et renvoyer sur mes articles. Si c'est à titre perso, je vais plutôt endosser la paternité de ce que je dis, le faire avec un système beaucoup plus oral. On a quand même moins d'empreintes SEO dans la manière dont je l'ai parlé sur LinkedIn. Donc, c'est pas la même expression. Donc, je peux parler des mêmes sujets. Je peux vraiment m'appuyer. Moi, c'est quelque chose que je fais très souvent, quasiment une fois par semaine. Je prends un ancien article qu'on a pu faire. Je prends la structure, ça me fait un peu des bullet points et c'est ça qui marche sur LinkedIn. Donc, mon travail de création de contenu est quand même très limité. Pour autant, je ne vais pas juste copier-coller parce qu'en fait, ça ne marcherait pas. Déjà, j'arriverai vite aux 3000 caractères. 3000 caractères, c'est très, très court. Donc, on a un peu des formats qui sont comme ça.
Donc voilà, pour répondre à ceux qui se posent la question sur LinkedIn, on a une question de Mathieu sur quand on commence de zéro, doit-on créer les pages piliers tout de suite alors qu'on n'a aucune chance de se positionner avec? Ou est-il possible de créer toutes les pages annexes et de créer les pages piliers plus tard quand le site commence à se positionner sur les pages annexes? Donc, quelle ordre on fait les choses? Très bonne question. En fait, il y a vraiment deux moyens de faire, entre guillemets. Si vous partez vraiment de zéro, que le site est tout neuf, etc., vaut mieux garder la stratégie cocon sémantique pour un petit peu plus tard. D'abord, on va développer tout ce qui est page offre, articles de blog classiques, etc., etc. Ensuite, vous pourrez créer des pages de blog, donc des clusters, et rajouter plus tard votre page pilier, ou à l'inverse, créer directement une page pilier et aller ajouter des clusters au fur et à mesure dans le temps. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et puis, ça va surtout dépendre du nombre de sujets en fait que vous avez sur la thématique. Parce que des fois, vous allez pouvoir faire qu'une page pilier, entre guillemets, et très peu de clusters associés, comme des gros cocons qui vont s'enrichir dans le temps. Donc, il y a vraiment les deux stratégies possibles. Soit on prend une grosse page avec la page pilier, on essaye de se positionner sur un mot-clé cible qui couvre votre thématique, soit on se positionne sur plein de petits sujets, plus la thématique cible avec la page pilier. Ouais. Question intéressante de Christophe sur le fil d'Ariane. Est-ce que ça fait un retour vers la page petite fille, page fille, ou est-ce qu'il vaut mieux mettre du lien texte? Alors non, il vaut mieux mettre du lien texte. Après, normalement, il n'y a pas d'incidence particulière. Il n'y a pas de négatif. Voilà, il n'y a pas de négatif, c'est ça. Et par contre, hyper important d'avoir un fil d'Ariane. C'est pas le cas sur tous les contenus. Moi, je vois encore souvent des exemples de pages piliers, justement. On n'a pas ce fil d'Ariane. Hyper important pour l'utilisateur et aussi pour les robots pour comprendre le parcours. Donc, pensez-y bien. Sachant, j'ai vu passer cette réflexion-là aussi, les pages piliers, logiquement, sont celles qui vont être positionnées le plus haut possible dans la structure d'URL. Ouais. C'est-à-dire que typiquement, si je veux me positionner sur advocacy, je vais avoir invox.fr/advocacy, advocacy sera ma page pilier. Donc, on va plutôt chercher à faire ça. Pour ceux qui ont des sites où techniquement c'est un peu compliqué, parfois on va enterrer ça sur des pages piliers dans le blog parce qu'on a un peu plus la main pour le gérer, donc ça fait des trucs avec beaucoup de slash, donc c'est pas idéal. Et une autre chose que j'ai vu passer, il y avait une question sur le fait de dire est-ce qu'il faut que toutes les pages soient au même endroit, ou finalement est-ce que je peux avoir des contenus du blog, des contenus du site qui sont dans le même pilier? Est-ce que tu as un avis là-dessus? Oui, j'ai un avis là-dessus, effectivement. Bon, comme tu l'as dit, pour moi, le placement de la page pilier, déjà, je préfère quand elle est collée à la racine du site, donc soit en footer, soit en header, etc. Après, c'est pas une obligation. On place aussi dans des blogs, ça marche très très bien. On a des bons résultats chez certains de nos clients. Donc ça, c'est pas un souci. Par contre, pour tout ce qui va être du coup cluster, si vous faites le choix de poser votre page pilier au niveau 0, donc directement à la racine, vous pouvez les placer dans votre blog, c'est pas un souci non plus particulier, mais le mieux à faire, c'est quand même de penser toujours ces URL en emboîtement, donc c'est-à-dire d'avoir votre racine, votre site racine, votre slug de page pilier et votre slug de page fille, page petite fille, offre, etc. Donc c'est comme ça qu'il faut les penser au niveau de l'URL. Très très bonne question d'Emma sur comment générer des leads sans formulaire. Je suis particulièrement content de cette question parce que le sujet gating, ça nous anime beaucoup dans la communauté content en ce moment. On est un peu des drogués du formulaire, honnêtement, on est un peu shooté à ça et on est un peu payé pour faire ça aussi. En fait, il y a plein de façons de le faire. Déjà, il y a une question de timing, c'est à quel moment les gens laissent leurs coordonnées, est-ce qu'ils ont envie que je les travaille, et finalement, moi, du côté entreprise, est-ce que je peux considérer que c'est des leads? Honnêtement, nous, on doit avoir 6 ou 7 000 téléchargements sur l'ensemble de nos contenus par an. C'est pas 6 ou 7 000 personnes qui ont un besoin sur lequel je vais pouvoir travailler commercialement. Donc, de toute façon, on constitue une audience. Donc, ça pose question sur, finalement, à quel moment j'ai envie que la personne me contacte. Derrière, il y a tout ce qui est de formulaire de contact, où là, on n'est plus tellement dans tu payes pour accéder à mon contenu. En gros, tu demandes à ce qu'on se parle. On a des logiques de membership où, finalement, je donne tout mon contenu et je vais plutôt dire si tu t'inscris, le truc que tu vas avoir en plus, c'est potentiellement un accès à une communauté, un accès à des événements, vivre des choses d'expérience, typiquement des matinées ou des choses comme ça. Tu vas avoir accès à des contenus spécifiques que les autres n'auront pas. Et potentiellement, surtout, tu auras l'alerte et une forme de curation des contenus. Je vais te distribuer les contenus et ça va te simplifier la vie plutôt que toi penser à revenir sur mon site. Donc il y a un peu cette réflexion-là qui est de dire comment je mets en place de la newsletter communautaire, comment je mets en place des communautés Slack B2B autour d'une thématique, comment je mets en place des événements un peu premium sur lesquels les gens ont envie de sign up. En fait, il y a vraiment ce côté adhésion. On parlait de permission marketing passé un temps il y a quelques années, quelques dizaines d'années presque même maintenant, mais on est vraiment dans ce sujet-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. Nico, tu as spoté des choses que tu voudrais qu'on traite? Il nous reste 2-3 minutes. Je crois. Il vous reste 7 minutes, donc allez-y, continuez. Il y a plein de questions, plein de votes.
Lâchez-vous. Question de Sébastien sur alors, la thématique du e-commerce. Alors honnêtement, nous on connaît assez peu la thématique e-commerce parce que c'est vraiment pas des sujets sur lesquels on est très pertinent. On n'est ni bon ni pertinent sur le sujet. Mais effectivement, en fait, on le voit nous plutôt sur le biais par le biais des refontes de sites sur lesquels on peut intervenir, où on a des sites qui avaient été structurés d'une certaine manière avec un peu des tunnels de conversion ou pas d'ailleurs sur la structuration. Et effectivement, ce qu'a dit Kenza sur on remet les thématiques en haut et après on découle dans les thématiques, on arrive à des structures où finalement je parle de la thématique, j'ai des articles, j'ai des choses et à un moment j'ai des pages de conversion où je déporte des blocs de conversion sur les pages de contenu directement aussi bien travaillées. Ces pages-là, en fait, c'est déjà une première réponse de se dire comment les gens naviguent. Et à un moment, soit ils ont une navigation un peu logique de j'ai besoin de comprendre le sujet et à un moment j'arrive à une décision d'achat. Ça, c'est beaucoup le truc en B2B. En B2C, quand on est dans un contexte e-commerce où les gens savent finalement ce qu'ils veulent acheter, ils sont dans une expérience de shopping de je suis arrivé sur une recherche produit ou catégorie et j'ai besoin de ça, éventuellement je vais comparer, je le mets en panier, je fais un abandon. En fait, on a peut-être moins besoin de structurer ainsi en termes de pages pilées. Ça, c'est quand même plus une structure qui va fonctionner. Si je peux juste rajouter un tout petit truc, il y a des exemples de pages piliers pour le e-commerce où en fait on est directement sur la catégorie produit. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous allez venir rajouter du bloc de texte sur votre page produit en catégorie plutôt, et ça va vous faire une espèce de page pilier. Attention, ce ne sera pas une vraie page pilier et ce ne sera pas un cocon sémantique, mais si votre but c'est d'accroître la visibilité de cette page-là, allez rajouter justement du texte descriptif sur votre catégorie produit, ça va permettre aussi de lui donner de la visibilité. Il y avait une question sur la partie outils pour le content mapping. Je sens que ça a résonné chez certains de dire tiens, ça serait intéressant d'aspirer les choses. Il y a quelques outils qui permettent de faire ça. Tu veux peut-être parler de Screaming ? Ouais, on peut. Alors, pour aller récupérer toutes vos URL, les scraper, etc., vous pouvez utiliser Screaming Frog. On a Swan Tools aussi, qui est assez bien fait pour ça. Donc, normalement, c'est plus pour du maillage, de la refonte, etc. Mais ça marche très bien aussi pour le content mapping. Donc, n'hésitez pas à y aller. Assez vite, on rentre après quand même un peu dans de la bidouille. Ça vous exporter une liste d'URL, éventuellement quelques autres infos. Pour ceux qui êtes sous WordPress, il y a des plugins qui permettent aussi de sortir directement en Excel toute la liste de vos publications catégorie par catégorie. Et comme le blog est géré comme les pages ou comme les structures de menus, vous allez récupérer toute cette info-là. Après, il faut bidouiller un peu dans du spreadsheet, souvent pour aller plugger ce qui peut redescendre d'un outil d'analyse type SEMrush ou même de la console, de récupérer ça et de réinjecter URL par URL, de retrouver un peu la data de performance, de page vue, de liens cassés, pas cassés. On peut arriver à tout converger sur cette partie-là. N'hésite pas, Nicolas, s'il y a des questions que tu veux nous lancer. Il y a Cécile qui posait la question de l'exemple. Prenez celles qui ont le plus de votes, donc c'est très bien. Ouais, on continue de dérouler. Il y a Cécile qui posait la question de l'exemple concret de sujet page principale, fille, petite fille et offre. Je vais peut-être reprendre notre exemple tout à l'heure sur refonte de site parce que finalement, c'est un sujet qui est assez frais dans ma tête parce que je suis vieux et que j'oublie les choses. Donc, en fait, on a un sujet refonte de site. Donc, on a une page refonte de site qui est notre page pilier, qui est une page d'entrée. Lié à ça, en dessous, on va avoir plutôt des choses autour de la méthodo, autour de la gestion de projet de refonte de site, du choix du CMS dans le cadre d'une projet de refonte de site, du SEO à faire sur un projet de refonte de site, la migration. On va avoir différentes choses comme ça qui vont venir un peu nourrir les 8-10 grandes questions quand même assez vite. On va arriver quelque part entre 6 et 12 thèmes sur à peu près n'importe quel sujet. On va essayer de faire des poches comme ça. Donc ça sera les pages filles. Les pages petites filles, ça peut être typiquement sur le choix du CMS. On pourrait faire un focus refonte de site, choisir WordPress. Refonte de site, choisir HubSpot CMS. Refonte de site, comment choisir une techno headless, par exemple. On va pouvoir décorréler ce sujet un peu morceau par morceau pour travailler d'autres mots-clés. Là où, sur la page fille, j'ai déjà suffisamment de volume pour aller nécessiter d'autres pages. Et puis les pages offres, dans lesquelles tout va reconverger derrière, que ce soit la page pilier et toutes les pages filles ou petites filles, ça sera peut-être faites votre refonte de site avec Invox, notre méthodo, le pricing, le timing du projet, qu'est-ce qu'on fait pas, et puis le petit bloc contact. Donc ça sera un peu ça la façon qu'on a aujourd'hui de réfléchir, c'est de se dire mes clients vont me trouver sur une thématique, sur un enjeu, ils vont rentrer là-dedans, je vais leur donner de quoi se nourrir.
sur la thématique. Et à différents endroits, je vais avoir un call to action qui va les pousser à une forme de conversion. Ça peut être participation à un webinaire sur la thématique, donc je thématise, je contextualise cette partie-là. Ça peut être prise de rendez-vous, ça peut être formulaire contact, ça peut être créer votre cahier des charges pour avoir un devis rapidement, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être de la démo si vous êtes dans le logiciel, ça peut être un événement spécifique, si voilà, ça peut être une consultation gratuite de 30 minutes et vous avez un Calendly qui peut s'afficher. Donc il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire sur cette partie-là. Il y avait un sujet sur le. Alors, il y a pas mal de trucs qui sont ressortis sur le EAAT, sur aussi derrière ce qu'on mettait derrière le côté expérience, et je suis assez d'accord sur ce que j'ai vu passer dans le chat, sur le E, c'est un peu ce qu'on avait dans l'authorship auparavant, dire est-ce que la personne est pertinente, est-ce qu'elle partage son expérience perso sur cette partie-là. On a aussi une question sur le. Donc, je suis plutôt d'accord sur la lecture de ça. Sous-entendu, il y a une autre question d'Arnaud Marie, sur le est-ce que Google scrape LinkedIn pour déterminer l'expertise B2B d'une personne d'entreprise? La réponse, c'est non. LinkedIn, on pense que. On pense que, en tout cas, LinkedIn ne scrape pas les contenus. La CERF ne scrape pas vos contenus LinkedIn. Après, comme on le disait, peut-être que demain, c'est possible, mais aujourd'hui, c'est pas parce que vous prenez la parole sur LinkedIn que ça aura une retombée SEO, sauf avec le lien qu'on vous a montré tout à l'heure, avec la possibilité d'obtenir des backlinks, d'avoir plus de visibilité aussi au global. Ouais. Nico, j'en prends peut-être une dernière, je regarde l'heure en même temps. Une question d'Emeline, on va terminer par une question un peu philosophique, mais que j'aime beaucoup. Donc Emeline nous dit, j'ai l'impression, je vais l'afficher pour tout le monde, j'ai l'impression que de nombreuses personnes écrivent pour écrire. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Est-ce qu'il vaut mieux écrire régulièrement, quitte à publier des posts parfois inutiles, ou publier quand on apporte vraiment quelque chose? Premièrement, très bonne analyse, et notamment pour ceux qui sont un peu trop sur LinkedIn. Honnêtement, c'est un peu fatigant. Il y a un peu de vacuité, un peu d'enfonçage de porte ouverte. C'est un peu fatigant, d'autant plus qu'il y en a qui le font plutôt bien. Donc, en plus, on a plutôt envie de lire le truc, mais ça n'apporte pas grand-chose au débat. Ma réponse, qui est la réponse un peu de... Si on vise un peu l'excellence, c'est de dire oui, il faut produire quand même de la quantité et il faut s'habituer à écrire souvent parce que plus on écrit, mieux on écrit. Et plus on va couvrir des sujets et plus on sera identifié comme expert, notamment sur la publication de LinkedIn ou à vocation d'expertise. Donc, il faut de toute façon s'organiser pour pouvoir écrire souvent. Mais idéalement, s'organiser sans enfoncer trop de portes ouvertes et sans redire 1000 fois la même chose. Et donc, c'est là où il faut trouver cette concordance, un peu cet alignement des planètes, voilà, entre j'ai de l'expertise et j'arrive à tourner autour de différents angles pour que les gens m'écoutent, et puis aussi parce qu'ils n'écoutent pas tous 100% en même temps, donc de dire j'ai aussi un peu de répétition, mais pour autant, j'arrive à industrialiser. Sans tomber dans de la qualité médiocre, j'arrive quand même à prendre la parole régulièrement. Et pour ça, c'est de la création de contenu, donc ça veut dire c'est de la discipline, c'est de l'organisation. J'ai un planning qui me permet d'anticiper, je recycle mes contenus, je les décline dans différents formats. Donc il y a des méthodes techniques pour arriver à produire vite et bien. Et derrière, à vous de nourrir ça de votre expertise. Mais je suis d'accord, il y a un peu de fatigue quand même en ce moment sur des gens qui prennent la parole pour surtout raconter qu'ils prennent la parole et pas sur beaucoup plus. Donc après, en B2B, il y a toujours quand même cette vocation à apporter de la matière. Et finalement, c'est un petit peu pareil aussi en SEO parce que plus tu publies, t'es régulier, mieux c'est. Mais si c'est pour raconter des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée, ça n'a aucun intérêt. Donc, ça se recoupe encore une fois. Ouais. Pour toutes les autres questions, là je vois chez Arnaud, chez Baptiste et chez tous les autres qui ont posé des questions, Nicolas, on récupérera les questions et on va s'assurer de répondre à toutes ces questions-là. Oui, puis n'hésitez pas à contacter directement Kenza, Guilhem sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ouais, Kenza au 06. Ça, c'était la blague prévue. Bravo à vous deux pour cette conférence ultra complète, je trouve, sur vraiment les tactiques en B2B. C'est vraiment ultra intéressant et vos conseils étaient vraiment un large panorama de conseils. Je pense qu'à bien parler à l'audience, puisqu'en plus, il y avait plus de 1000 participants en live, donc c'est vraiment très, très chouette. Un grand Et je réponds à une dernière question. On n'avait pas prévu de mettre de fond vert, Landy. C'était vraiment voulu comme ça aujourd'hui. Il n'y avait pas de volonté de. On en a parlé d'ailleurs juste avant de lancer le live. Aujourd'hui, c'était voulu de rester sobre. Et puis, je suis de cœur stéphanois, donc allez les verts. Ah bon, c'est le fond vert pour attiser la curiosité. Merci à vous deux. Sachez que, on enchaîne à 10h30 avec un sujet ultra pointu, justement, toujours autour du contenu et du SEO, mais là, on va partir sur les entités. Donc, c'est vraiment la convergence de la sémantique et du technical SEO.
Donc, on est sur un sujet très expert. Je vous invite à aller le regarder puisqu'il est très peu connu en fait des experts SEO. Et donc, c'est un sujet qui est extrêmement tendance. Il sera animé par Charlet et Rémi. Et donc, ils vous donneront tous les secrets autour du Entity-Based SEO. Donc, rendez-vous à 10h30. Vous aurez le lien par mail directement pour cette conférence. Petite pause pour s'oxygéner le cerveau et on se retrouve dans quelques minutes. Merci encore, Kenza et Guillaume. Et bye bye. Merci à tout de suite pour la prochaine conférence. Bonne journée, bon courage.